Bon, les gars, alors là, on tente un truc absolument incroyable, parce qu'en fait, aujourd'hui, Moss a particulièrement rien préparé pour l'épisode du jour, et on va essayer, c'est le challenge, on va essayer de lui vendre un livre absolument incroyable. Qu'est-ce que tu en penses, Paul ? Ah bah alors, je veux bien relever le défi, ce sera pas le premier. Et ben voilà, alors, est-ce que tu pourrais commencer par relever le défi en te présentant, et après, on introduira Moss Majorum, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de respect, t'as compris ? D'accord. Alors, je m'appelle Paul, j'ai 29 ans, je suis avocat à Paris, j'ai grandi à Toulouse principalement, et j'ai publié à la Giberne il y a 2 semaines maintenant, alors quand vous écoutez le podcast, je sais pas quand est-ce que ça sera, un livre qui s'appelle Rouler sur les étoiles, qui raconte un grand voyage que j'ai fait de 5 mois à l'hiver 2021-2022, seul, en hiver, en Europe centrale et du Nord, pour bien avoir froid, et qui était principalement un genre de réponse au ras-le-bol après plusieurs années d'études supérieures, hein, assez interminables, même si elles me plaisaient, et j'en tire un récit que j'espère aussi humain que possible pour un récit de voyage. Eh ben écoute, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que t'en penses, Moss ? Est-ce que tu es hypé par notre sujet du jour ? Alors, je n'ai pas été respecté, donc je ne peux pas être hypé, déjà, pour commencer. Commence à parler poliment, hein, voilà. Bah, écoute, non, ça m'a l'air intéressant comme histoire. Je sens le type qui a souffert en études et qui a eu besoin de se vider la tête en allant juste pédaler, en fait. Tu vois, le type, il a attrapé un vélo de route, il est monté dessus et il a dit, vas-y, je pédale jusqu'au bout du monde. Et ça me plaît. On n'est pas très loin de la vérité. Hein. Paul, est-ce que tu confirmes ? Ah oui, c'est quasiment ça. Mais il y a autant un ras-le-bol qu'une envie de voir le monde. C'est-à-dire que, on pourra en parler plus en détail, mais il y a énormément de voyageurs qui voyagent par fuite de leur vie. Moi, c'est pas du tout le cas, hein. Franchement, j'aime ma vie, professionnellement, personnellement, tout. C'est autant un ras-le-bol, finalement, qu'une envie de voir le monde. Il y a une phrase que je cite vraiment tout le temps parce qu'elle correspond exactement à ce que je ressens. C'est l'explorateur vénitien Giacomo Casanova, dans ses mémoires, qui écrivait, pour s'instruire, il faut d'abord lire, et puis voyager pour vérifier ce qu'on a lu. Voilà. Donc moi, j'étais vraiment animé par ça. C'est une envie de vérifier le monde, ce que je pouvais absolument pas faire depuis les bancs de la fac à Paris. Hein. Ah oui, c'est sûr que là, tu vas pas vérifier grand-chose. Hein. Et puis, il y a un côté... Enfin, alors, je sais pas, hein, je vais peut-être faire une sorte de tirade qui pourrait peut-être presque lancer la discussion, mais en fait, ce que je trouve intéressant dans cette manière de voyager, c'est que t'as pas un itinéraire très précis en tête, et t'es pas un touriste, en fait. Et ça me rappelle une citation de Chesterton qui disait « Le voyageur voit ce qu'il voit, le touriste, lui, ne voit que ce qu'il est venu voir. » Et je trouve que c'est assez approprié pour lancer cette discussion. C'est une très belle discussion, très belle entrée en matière. Est-ce qu'on se ferait pas un petit générique pour lancer les choses proprement quand même ? Vas-y. Bon alors Paul, est-ce que tu veux réagir à la très belle citation que Moss vient nous faire ? Parce que ça part déjà en bataille de quéquette à qui a la plus grosse citation. Bien évidemment, je n'entrerai pas dans ce rapport de force, mais je vous laisse débattre entre vous. Très bien, bah non, alors là pour le coup on va pouvoir faire une joute de name dropping qui va tout à fait perdre nos auditeurs. Ouais, ils sont venus pour ça. Hein. Oui, ça c'est sûr. Oui, bah je suis assez d'accord avec toi, il y a pas mal d'auteurs, pas mal de voyageurs qui essayent de faire la différence entre le tourisme et le voyage. Moi je suis pas sûr aujourd'hui d'être si déterminé, il y a quelques années j'étais assez radical sur la question. En réalité, j'ai vu des voyageurs qui voyageaient pour les mauvaises raisons et des touristes qui touristaient pour de très très bonnes raisons. Je pense que c'est difficile de voyager, par exemple, quand on a 3 ou 4 enfants et on s'inscrit beaucoup plus dans une dynamique de tourisme parce que simplement on module le risque qu'on est prêt à prendre. Je pense que c'est, par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est sur l'état d'esprit, sur à quel point on attend des choses précises et surtout à quel point on a une idée extrêmement nette de ce qu'on veut voir quand on voyage. Est-ce qu'on est prêt à vraiment se laisser aller à l'imprévu ou pas. Donc je pense que c'est, à la limite c'est plus le critère que moi j'ai essayé de retenir, c'est-à-dire de à peu près avoir un tracé. J'ai pris une carte d'Europe, j'ai mis tous les lieux que je voulais voir, toutes les capitales, les musées, les châteaux forts, les lieux de naissance d'auteurs, de musiciens ou autres. J'ai tracé une ligne en essayant que ce soit froid, voilà, parce que j'aime ça. Et ensuite, je me suis dit bon, une fois que le tracé est là, je sais en combien de temps en général ça va prendre. Je ne sais pas combien de temps je vais passer à chaque fois, à chaque endroit. Si je veux rester une semaine à un endroit, j'y reste, voilà. Est-ce que tu veux nous donner quand même un peu l'itinéraire pour cadrer un peu pour notre bozo national qui n'a pas lu le bouquin. Voilà. Attends, juste quand même pour me défendre, je l'ai pas lu parce que tu me l'as pas envoyé. Ah mais tout à fait. Non, mais c'est pas exactement de ma faute. Non plus. Exactement, non, mais non, c'est pas que t'as pas fait tes devoirs. Au contraire, c'est qu'on le fait en blind cet épisode. Voilà, pour voir si on peut convaincre Monsieur Majorum et aborder un sujet je crois qu'on n'avait jamais parlé de littérature. On avait parlé de littérature d'aventure, mais pas de littérature de voyage strictement parlé, je crois, sur ce podcast. Ouais, je suis pas sûr effectivement. Voilà, bon bah c'est une première. Il faut bien une première à tout. Donc oui, pour revenir au tracé, oui, pas de souci. Pour revenir au tracé,
je suis parti vers d'abord le nord de l'Europe en longeant quasiment toute la côte baltique. Donc France, j'ai traversé la Belgique, j'ai traversé l'Allemagne jusqu'au Danemark, les petites îles danoises, jusqu'à la Suède. Après la Suède, un bateau pour la Pologne. J'ai longé toute la côte balte, Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie. Un ferry pour la Finlande. Donc là, c'était la première étape de mon voyage. C'était Helsinki en plein hiver, ou Helsinki à Tallinn, il a fait jusqu'à moins 28 degrés. Ensuite, il était temps de repartir vers le sud, où là, j'ai traversé toute l'Europe, en fait, de Helsinki jusqu'en Italie. Donc là, j'ai traversé de nouveau Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, et enfin Italie, le point le plus au sud, où j'ai traversé tout le nord de l'Italie, et puis ensuite, je suis remonté jusqu'en France en traversant la Suisse et le centre de la France. Bah putain, ça fait un sacré périple. Et alors, tu parlais de ton attrait pour le froid. Pourquoi le froid particulièrement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était lié au récit d'explorateur ou c'est des goûts personnels ? Oui, je pense, il y a un mélange des deux. Il y a un mélange des deux, c'est-à-dire que je recherche pas forcément l'inconfort pour l'inconfort, bien que je reste convaincu que le bonheur n'est pas dedans, n'est pas dans le confort. J'ai été bercé au récit de voyage qui se passait dans le froid, que ce soit les carnets, j'en parlais, les carnets de Roald Amundsen, qui a découvert le pôle sud, de Fridtjof Nansen, qui était un explorateur et écrivain norvégien du début du XXe, qui a commis de nombreuses expéditions vraiment passionnantes au Groenland et dans le nord de l'Europe, ou alors les livres de Anita Conti, qui était une exploratrice du XXe, qui partait en mer du Nord sur des chalutiers dans les années 50, entourée de 80 mecs, et ça se passait bien. Donc voilà, j'ai été bercé par ce genre de récit, et puis même du côté de l'aventure, avec les Jack London, Michel Strogoff, tous ces héros du froid. Et je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose que je trouve assez envoûtant, un peu hypnotisant dans le froid. Ça masque un petit peu les odeurs, ça atténue le son, il y a quelque chose de ouaté dans la neige. Donc c'est vraiment une ambiance que j'aime énormément. Et on retrouve d'ailleurs, je pense que c'est la même sensation qu'ont tous les gens en automne ou en hiver quand ils voient arriver les premiers flocons. Voilà, les gens se couvrent et ils sentent bien qu'il y a quelque chose de particulier avec cette sorte de calme un peu mousseux. Voilà, je sais pas si vous ressentez la même chose. Non mais je vois très bien. Est-ce que moi c'était un amateur de froid, toi ? Je crois savoir que t'aimes bien la rudesse un peu quand même. Oui, je crains pas. En fait, moi, le temps qui m'agace le plus, pour être honnête, c'est plutôt ces espèces de longs automnes un peu pluvieux, un peu brumeux, un peu venteux que tu peux avoir à Paris entre novembre et décembre. Tu vois, c'est cette espèce. Enfin, à Paris entre janvier et novembre. Enfin, c'est quelque chose comme ça. En fait, c'est la période Eric Satie, tu vois, de l'année. T'écoutes du Eric Satie, tu regardes le temps, t'es déprimé, quoi. C'est nul. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse dans ton voyage, je suis curieux parce qu'en fait, t'es allé vachement au nord, ce qui me paraît pas forcément intuitif, en fait. Je sais pas si t'avais peut-être des perspectives de retrouver les traces de certains auteurs ou de certains peut-être artistes ou des musées etc. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un cadrage qui est un petit peu inhabituel et je trouve par exemple étonnant que t'aies pas du tout fait toute la partie plus Roumanie, Bulgarie, des pays de l'Est un peu plus qui ont un intérêt aussi, hein, en fait. La Grèce, enfin tu vois, j'ai l'impression que tu t'es calé un peu sur le nord et j'avoue que ça me surprend un petit peu. Je sais pas comment tu avais choisi en fait ce cadrage de voyage. Déjà il y a une contrainte de temps. La contrainte du temps, moi j'ai réussi à me débloquer 5 mois dans ma vie. Après je devais repasser le concours du barreau, enfin le passer pour une première fois. Je m'autorisais pas de prendre une année entière pour des raisons perso et d'organisation. Donc en 5 mois, même à vélo, j'aurais pu rouler plus, certes, mais je voulais vraiment avoir le temps de découvrir, de parler aux gens, de dormir chez les gens, etc. Donc simplement il a fallu faire un choix. Et je trouve que les pays du Nord sont relativement plus mystérieux. Je veux dire, on est tous déjà allés en Italie, on est tous déjà allés en Grèce. Enfin, c'est rare pour un... Tous les auditeurs vont en Italie et en Grèce au moins 2 fois par an, hein, parce que sinon ils sont pas auditeurs chez nous, clairement. Ça. Clairement, vraiment, là, c'est le standard minimum. Ah oui, évidemment. Non, mais tu vois, pour prendre un exemple, moi, il y a une institution qui m'inspire pas mal, c'est l'institution du Grand Tour. Hein. Je crois que t'en parlais un petit peu dans ta vidéo. Tout à fait. C'est au 18e, les aristocrates, bourgeois ou même membres du clergé assez aisés, hein, surtout les garçons, qui partaient parfaire leur éducation comme une année supplémentaire après leurs études pour découvrir l'Europe, ou découvrir le monde en règle générale, mais c'était surtout l'Europe. Parce qu'on a quelques traces de certains qui ont fait ça en Afrique ou autre, mais principalement, c'était faire ses humanités. Et les humanités classiques, c'était la Grèce, l'Italie, éventuellement la France, les Pays-Bas, les lieux de la Réforme, donc l'Allemagne. Mais donc c'était assez rarement le nord de l'Europe, aussi pour une raison qui, j'espère, ne les vexera pas, c'est que la grande histoire européenne, les Homères et autres,
Ils viennent surtout du sud de l'Europe. Au sud. Voilà. Ouais. Et donc c'était pour moi c'était aussi une occasion j'ai toujours beaucoup voyagé, donc je suis déjà allé visiter la Grèce et les grands lieux de la culture européenne en Grèce, en Espagne, en Italie, en Suisse. Donc tout simplement j'étais attiré par ce que je ne connaissais pas et parce qu'on a moins l'occasion de découvrir au hasard. C'est-à-dire que la probabilité pour que tu aies un ami un jour qui te dise ah bah tiens on se fait une semaine en Grèce, elle est quand même assez haute. Alors en Finlande en hiver, c'est si tu prends pas l'initiative, ça viendra pas. Et d'ailleurs c'est une bonne question ça, mais d'où tu penses que ton envie de voyager était venue? Est-ce que dans ta famille il y a des gens qui voyageaient déjà beaucoup? Est-ce que t'as des proches qui voyagent régulièrement? Comment ça s'est goupillé dans ta tête, tu penses? Mais pareil, toujours un mélange de tout ça. On a toujours beaucoup voyagé dans ma famille et voyager, j'oserais dire voyager de manière intelligente, c'est-à-dire que il y avait toujours du musée, de l'histoire, du château pour bien comprendre pourquoi on était là. Et c'est pas uniquement du voyage farniente comme on pourrait dire. Et donc tout simplement ça m'est resté en tête un jour de lier tous les points que j'avais envie de découvrir en Europe, que j'avais pas encore pris le temps de découvrir. Et donc un jour s'impose à moi j'ai une carte sur Google Maps, j'ai une carte où je note tous les endroits que j'ai envie de visiter dans le monde. Et quand il y a une zone où il y a énormément de points, ça devient en fait on peut les relier en faisant un trait. Et donc ça devient un futur voyage. D'accord, ok. Ah, c'est particulier comme méthode, mais franchement c'est pas mal. Est-ce que Moss, je te vois bien un peu dans ton autisme avoir ce genre de carte aussi chez toi? Alors je sais pas pourquoi je suis qualifié d'autiste, mais non, en fait j'ai pas de carte comme ça. Moi j'ai tendance à faire plutôt l'inverse. Enfin je sais pas, quelque part j'ai forcément des choses qui me donnent envie de faire des visites, mais c'est aussi une fois que je décide d'aller dans un endroit, je regarde ce qu'il y a et je m'adapte en fonction. Dans l'autre sens. Donc bon, après je pense que à peu près tous les gens qui nous écoutent sont dans la même démarche de voyage, probablement d'être un peu dans une démarche un peu plus culturelle, un peu plus orientée vers l'histoire d'un pays ou vers ses traditions, peut-être plus que le côté effectivement, parce que moi c'est vrai que j'ai parfois des gens qui me font un peu déprimer, tu sais, les collègues de boulot qui vont te dire non mais je suis allé à Paris, j'ai visité Disneyland. Bon, moi ça me fait un peu voilà, c'est abominable cette phrase, elle est horrible, putain. Non mais je te jure que c'est une vraie motivation pour plein de gens en fait. Ça a l'air de rien, de l'extérieur on trouve ça nul, mais je t'avoue qu'il y a plein de gens qui pensent ça en fait. D'un point de vue sociologique c'est intéressant, hein. Si quelqu'un, je pense que par exemple nous trois si on se retrouvait à Europa Park ou je ne sais où, on en sortirait avec des conclusions, des leçons, je sais pas. Ouais, après je te dis ça, tu vois, moi j'ai aussi l'autre cas qui est les gens qui vont à l'autre bout du monde et tu leur dis t'as fait quoi pendant tes vacances? Moi j'en ai eu un il y a pas très longtemps qui est parti au Costa Rica et tu lui dis bon t'as fait quoi pendant les vacances et le type te dit c'est super, hein, j'ai passé 10 jours sur la plage, c'était très bien. Ok d'accord, mais en fait tu y allais juste pour la plage, tu pouvais aller n'importe où pour la plage en fait, il y avait pas de et en fait c'était juste ça, littéralement. Et ouais, mais ça c'est intéressant et d'ailleurs ça nous permet d'aborder un autre sujet qui est quand même de fond, parce que derrière le voyage aujourd'hui, à une époque où on sait déjà ce qu'il y a sur les cartes et où il y a plus de terra incognita, on a quand même l'intérêt du voyage c'est aussi de rencontrer des gens, et là-dessus ta démarche était quand même particulière, Paul, parce que t'as choisi, j'explique un peu le principe du voyage, t'as quand même choisi de dormir un maximum en bivouac ou chez les habitants, donc des gens que tu rencontrais au petit bonheur de la chance, hein, on peut dire ça comme ça, et du coup t'as eu un espèce de comment dire, tu sais quand on coupe et on a une tranche, un plan de coupe, une carotte glaciaire, un plan de coupe, voilà, un plan de coupe de la sociologie européenne, très très particulier. Voilà, je pense que c'est quand même une des saveurs particulières du bouquin, c'est les rencontres impromptues et complètement délirantes. Voilà, donc tu peux donner envie aux gens en racontant 2-3 trucs qui sont dans le bouquin, parce que il y a du gratiné à peu près partout. Ah oui, alors déjà ça me permet de préciser quelque chose sur mon livre, c'est que tout est vrai. C'est-à-dire que j'ai essayé d'écrire pour que ça rende bien, j'ai changé des détails quand il s'agissait de garder l'anonymat de gens qui me faisaient des confessions à la limite du droit pénal, tu vois, pour qu'ils aient pas de problème. Ou tout simplement pour garantir leur intimité quand ils me racontaient des choses assez intimes. Mais alors je reboucle juste sur ce que tu dis juste avant sur le fait qu'il n'y a plus de terra incognita. Raison de plus pour se procurer l'ouvrage, c'est que Antoine de Surhumain, vous connaissez plus sous son pseudo Antoine Explore la France, m'a fait l'honneur d'une préface, et il aborde justement cette question du fait qu'aujourd'hui il y a plus de terra incognita. Il commence à préface comme ça. Voilà, à part peut-être les grands fonds marins, bon voilà, mais c'est pas à la portée de tout le monde. Et justement il y a toute une réflexion à avoir sur une nouvelle manière. Est-ce qu'on peut être un explorateur aujourd'hui? On peut être un grand voyageur peut-être, mais
mais est-ce qu'on peut être un explorateur? Et je voudrais juste justement discuter de cette notion avec vous juste avant de parler des rencontres. Il y a Sylvain Tesson dans son dernier bouquin, là, les piliers de la mer, j'ai bien aimé parce qu'il parlait aussi de cette question en expliquant que si aujourd'hui on est né peut-être trop tôt pour l'espace et puis trop tard pour découvrir les derniers déserts ou je ne sais où, on peut encore voyager autrement et notamment explorer de manière différente. Et ça boucle justement sur ta question, c'est que moi je considère qu'aujourd'hui explorer, c'est comme on a déjà exploré toute la géographie, et ben on peut explorer encore plus l'histoire, et l'histoire qui s'écrit aujourd'hui, c'est-à-dire les gens, finalement, les rencontres. Ouais. C'est une autre manière d'explorer. Le gros mot, c'est sociologie, en fait. On essaie de tourner autour sans le dire depuis tout à l'heure. Ouais, mais ça, disons même anthropologie. Alors, n'ayons pas peur des mots. Dis les termes. Bon, d'accord, ça va. Voilà. Bah, écoute, effectivement, l'étude des certains phénomènes sociaux, on pourrait dire que c'est des branches de la sociologie. Bah, je vais répondre à ta question. Moi, il y a plusieurs grands pans de l'organisation des sociétés ou tout simplement de la vie des gens que j'ai eu envie d'explorer. Notamment, c'était le rapport à la foi des Européens et le rapport à leur propre pays. Il y a deux choses, je vais commencer par la deuxième, c'est la conscience de la finitude d'un pays que nous, en France, on n'a pas du tout. Parce que globalement, à part l'Alsace, la Lorraine et quelques détails, contrairement à la Pologne, la Hongrie ou autre, on n'a pas été amputé des 2/3 de notre territoire comme la Hongrie, on disparaît pas tous les 100 ans comme la Pologne, on n'a pas, tu vois, par exemple, à Riga, il y a plus de 50% de Russes qui y habitent. Enfin, on connaît pas du tout on n'a pas conscience de tous ces risques, et ça nous rend parfois à l'étranger assez donneurs de leçons parce qu'on ne comprend pas pourquoi d'autres pays semblent être aussi conscients de cette finitude. Le côté donneur de leçons, si on est connu dans le monde entier pour un truc, c'est qu'on arrive toujours avec des grandes leçons de géopolitique auprès de gens dont on ignore à peu près tout. Enfin, c'est peut-être un des patterns les plus scandaleux de tous les Français qui voyagent, c'est qu'ils viennent expliquer la vie à tout le monde, à égalité avec les Américains. Les Américains sont très forts aussi quand même dans ce jeu-là. Mais si tu regardes bien, quand même, il y a des moments dans l'histoire de France où la France a failli disparaître. Je veux dire, pendant la guerre de 100 ans, on avait perdu 60% du territoire. Pendant l'occupation avec le régime de Vichy, on avait perdu aussi une bonne moitié du territoire. Donc en fait, si tu veux, je dirais même que c'est le français, c'est pas tellement on n'a pas connu quelque chose, c'est juste qu'on n'en a pas tiré les conséquences. On n'a même pas déroulé le fil jusqu'au point où on se dit ah tiens c'est vrai, si on se fait rouler dessus, on est à une crise de colère de Hans Panzerschreck de se retrouver à plus être un pays, tu vois. Et en fait ça, je pense qu'il y a des pays qui l'ont vachement mieux compris, notamment ceux qui sont collés. En fait, quand ton pays c'est pas un pays, c'est un T4 et qu'il est collé à la Russie, tu comprends qu'en fait c'est facile de disparaître, tu vois. Voilà, notamment les pays baltes. Et ça vraiment, je pense que c'est vraiment effectivement. Comment tu disais ça, ils ont un terme là-bas d'ailleurs pour dire le côté un peu la vie n'a aucun sens et l'espèce d'apathisme un peu oui, politique. C'était un terme qu'employait Tesson dans un de ses bouquins qui tient du russe, c'est le pofigisme. Pofigisme, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, une sorte de terme qu'apparemment les Russes ont pour désigner une sorte d'absurdité, de résignation face à la vie. Ce que j'ai pas vraiment senti dans ces pays-là, parce que justement ces pays-là se battent pour se préserver. Ils ont bien conscience d'avoir des peuples en minorité, ils ont bien conscience d'avoir des frontières qui, comme tu dis, qui sont à ça des tanks du pays plus à l'est. Donc au contraire, ils sont pas du tout nihilistes ou pofigistes, si on reprend cette définition. Ouais, d'accord, mais par contre, ils ont pas non plus le sentiment d'appartenir à un pays qui est en train de marquer l'histoire. Ils ont parce que le français se vit toujours comme si en fait il sortait dans la rue et qu'il croisait Gustave Eiffel et les frères Lumière à la table d'un café avec Edmond Rostand, tu vois. Genre il a l'impression que c'est ça son quotidien, alors qu'en fait son quotidien c'est il sort dans la rue et il va manger un kebab surtaxé dans l'affaire bolchevique, tu vois. Donc il y a un décalage quand même assez savoureux, mais ça n'empêche pas quand même les gens là-bas d'avoir des destins intéressants. Quand même individuellement, il y a des gens qui cherchent vraiment à s'en sortir. Par exemple, le pays où j'ai le plus ressenti que les gens avaient cette sorte de tristesse de ne plus être vraiment inscrits dans la grande histoire, que leur pays ne faisait plus l'histoire, c'était dans les pays baltes. Et c'était assez intéressant voilà, quand je demandais aux gens, un soir je me suis fait héberger par un couple dont l'homme tenait un club de Béour en Lituanie, à côté de Vilnius, et son rêve... Alors, il faut expliquer ce que c'est que du Béour, parce qu'il y a peut-être des gens qui savent pas ce que c'est que le Béour. Après l'épisode précédent, tu crois qu'il y a des gens qui savent toujours pas? Il y a des gens qui regardent un épisode sur deux, et il y a des gens qui ont une mémoire de poisson rouge, donc réexpliquons. Ok. Sauf erreur, c'est l'art du combat médiéval. Voilà, en gros, c'est une espèce d'art martial où on se tape dessus en armure avec des épées émoussées, quoi. En gros, c'est de la reconstitution, croisement MMA, reconstitution médiévale, quoi. Voilà, donc c'est un mélange de grosse brutalité et d'autisme européen fini. Donc c'est assez amusant à regarder.
Mais donc tout ça, il y avait donc ce type à côté de Vilnius qui était allé plusieurs fois au Puy du Fou, justement pour recréer une conscience nationale dans ces pays-là, qui après la chute du mur n'avaient plus de grands objectifs quasiment eschatologiques. Tu vois, on pourrait considérer presque que les Français, peu importe l'obédience politique, il y a un genre de but. Le Français de droite, de gauche, il sait à peu près où il veut mettre son pays dans 100 ans. Il y en a un qui veut accentuer certains phénomènes, l'autre il veut les stopper. Voilà. Dans les pays baltes, j'ai senti que les gens n'avaient aucune idée. C'est-à-dire vraiment le but, c'est plutôt passer chaque semaine, s'enrichir un peu, avoir une maison, et encore parce que si on fait pas d'enfants, on la lègue à l'État. Enfin, voilà, il y avait une sorte de tristesse comme ça, d'absence de but. Et j'ai vu comme ça des gens qui essayaient de regagner certains buts, des entrepreneurs, voilà, ce type qui voulait faire réapprendre la grande histoire médiévale, les chevaliers teutoniques, les chevaliers livoniens ou autres, qui avaient tout un tas de projets culturels pour retrouver une conscience historique qui soit capable de se projeter. Ouais, non, c'est super intéressant. Et est-ce que tu as envie quand même de nous raconter quelques anecdotes marrantes, parce que tu es quand même tombé sur quelques bozos assez savoureux, et je pense que ça aidera les gens à voir un peu, parce que ta vie c'est quand même un peu une dinguerie où tu passais de bivouac par -20 à je suis hébergé par des tarés finis qui me proposent des expériences, disons, bicurieuses absolument singulières, pour ne pas dire autre chose. Ouais, tout à fait. Ah oui, bah alors là, moi j'appelle ça le privilège et la malédiction du voyageur. C'est-à-dire que ce qui était à la fois, ce qui est super intéressant aujourd'hui quand je réécris mon livre, et j'espère pour les lecteurs, c'est que le privilège du voyageur, c'est que on ne me revoit pas le lendemain. Quand je toque à une porte en demandant, je sais pas, une douche, juste de recharger mon téléphone, une gourde, et qu'après les gens me font venir chez eux, le privilège du voyageur, c'est qu'ils sont prêts à me dire ou à me proposer des trucs qui sont proportionnés au fait que je serai plus dans leur vie le lendemain à 9h30. Donc ça peut être en parole, ça peut être des gens qui me confient des grands drames qui leur sont arrivés, des gens qui me parlent de leur divorce, de leur malheureusement notamment des femmes qui ont vécu des abus. Ça peut être également voilà des gens qui me parlent de grands projets qui veulent confier à personne, qui veulent changer le monde, pas toujours de la bonne manière. Par exemple, oui, plaisir. Ah ouais, non mais alors ça c'était une des meilleures rencontres de mon voyage, une des plus hilarantes à mon sens. C'était à Tallinn en Estonie, quand j'ai dormi chez un type qui se réclamait du néonazisme alors qu'en fait il en était je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, je me suis dit il est tombé chez un peintre déçu. C'est ça. Ah ouais, c'est ça, ouais. Donc bref, et le type en l'occurrence il croyait en la terre creuse, il comptait les relations avec la gente féminine étaient un peu compliquées, donc il comptait aller dans un pays du tiers-monde et acheter une femme, voilà. Ah oui, il nous fait une caricature. Ouais, et puis il avait et je suis resté 6 jours chez lui et c'était jouissif, enfin c'était vraiment très drôle de creuser un petit peu toutes les théories fumeuses qui me sortaient. Tu vois, je vais en donner une qui pour teaser un peu les lecteurs, qui leur donneront peut-être envie d'aller creuser pour voir ça. Il était persuadé par exemple que le porno lesbien est beaucoup plus compatible avec l'esprit traditionnel européen, parce que le porno hétéro habitue les hommes à voir des sexes d'hommes, alors que le porno lesbien est compatible du coup avec l'esprit ultra hétéro de cette sorte de mal alpha mental, enfin du moins il se voyait comme tel. D'accord. Et donc voilà, c'était ce genre de théorie. Et à côté de ça, il prenait des champignons, il prenait des champignons pour être plus efficace et tout. Donc bref, j'ai eu tout un cours d'initiation aux champignons hallucinogènes pour mieux travailler. Enfin, c'est bref tout un truc. Voilà. Et il y a des fois, t'as pas envie de partir en courant en disant si, ça je suis tombé chez un taré. Oui, c'est arrivé, il le raconte, mais ça c'était avec un autre gars dans un autre pays, ouais. Si tu vois de quelle anecdote je parle. Oui, tout à fait. Ouais, bah, est-ce que tu veux que je le raconte maintenant ou on laisse les gens se plonger dans le livre? Raconte, mais raconte de manière à laisser planer de l'inconnu pour que les gens aient quand même envie d'aller creuser un peu plus. Mais là, il faut leur en dire, on en a trop dit ou pas assez, oui, donc il faut se mouiller un peu, quoi. Bah, tu te souviens, de toute façon, les gens, j'imagine, ont tous vu la vidéo YouTube dans laquelle tu parles d'un prêtre sédévacantiste homosexuel. Voilà. Tout à fait. Tu as évoqué également quelqu'un qui m'a proposé des expériences bicurieuses. Voilà. Donc les auditeurs feront le lien avec le fait que j'ai déjà quitté en panique l'appartement de quelqu'un. Oui. Mais attends, est-ce que c'est dans l'esprit européen ou pas en fait? Bah effectivement, à mon avis, il y a certains penseurs de la nouvelle droite qui seraient pas en désaccord, mais bon bref. En fait, ce qui est frappant, c'est quand même que tu te retrouves avec des profils vraiment clivés, etc. Mais il y a quand même un truc qui revient assez souvent, et tu l'as un peu évoqué, c'est la notion de la spiritualité. Parce que t'as toujours, en fait, t'as croisé toutes les nuances de spiritualité depuis des gens normaux, c'est-à-dire des gens qui sont, je sais pas, agnostiques, chrétiens, voilà, des gens vraiment dans les standards. En fait, tu commences à avoir des
chrétien schismatique un peu bizarre. Puis après, tu commençais à avoir toutes les nuances de New Age jusqu'à je fais des infusions avec le sang de mes règles pour aller en sabbat le samedi soir, tu vois. Donc voilà, quel regard tu portes là-dessus, peut-être rétrospectivement, et aussi quel regard tu portais dessus sur le moment. Est-ce que c'est un élément que tu t'attendais à croiser comme ça ou pas du tout? Alors je m'y attendais un petit peu, mais pas à ce point. Je m'attendais pas, notamment je pensais vraiment que c'était un phénomène français, qu'on avait vécu une déchristianisation assez violente, assez précoce dans l'histoire européenne, et que le christianisme avait eu le temps de se faire remplacer par tout un tas de croyances bizarres. En fait, pas du tout. Dans les pays d'Europe centrale et de l'Est que j'ai pu parcourir, le christianisme n'a pas forcément été combattu avec la même vigueur qu'en France, et pourtant, on voit le New Age est très très puissant. Dans les pays d'Europe du Nord, il y a notamment un retour d'une forme de néopaganisme un peu bizarre, hein. Un néopaganisme qui ressemble autant au paganisme antique que les Européens bouddhistes sont proches du vrai bouddhisme, si vous voyez. Donc oui, tout à fait. La magie des pierres, les chakras, les retraites, les retraites chamaniques en Inde ou au fin fond des forêts, des forêts canadiennes. Ouais, les gens cherchent. Moi, j'ai trouvé ça plutôt touchant. C'est à la fois, moi, il y a un sujet qui me passionne, donc je développe énormément dans le livre toutes ces questions-là, quasiment d'histoire des nouvelles religions, on pourrait dire. Mais moi, au fond, je trouve ça touchant parce que parfois, ce sont des gens qui essayent d'abord de trouver le salut de l'absence du christianisme dans le scientisme, dans une sorte de matérialisme un peu radical, avant de constater que c'est également une croyance qui repose aussi sur des fondements tout à fait contestables. Et derrière, les gens après, ils font leurs recherches. Alors, ils font leurs recherches avec ce qu'ils ont sous la main, avec ce qu'ils trouvent sur Internet. Et ce qu'ils trouvent sur Internet, par exemple, c'est soit des vieux gourous indiens qui leur parlent de platitudes quasiment bullshit corporate, ou alors ils trouvent des trucs un peu plus farfelus avec des gens effectivement qui vont crier dans la nature, qui vont se mettre de la terre sur les parties, enfin voilà, des trucs très très spéciaux. Et j'oserais dire que j'ai vraiment eu de la chance d'en rencontrer, qui m'ont vraiment confié un peu tout leur chemin de croyance. Voilà. Est-ce que tu crois que c'est parce que tu les rencontrais un peu comme ça au débeauté, parfois sur des applications type Couchsurfing, ce genre de truc, ou parfois un peu par des contacts, des machins comme ça, que tu avais accès à une sociologie très particulière, ou est-ce que tu crois qu'au fond, on a beaucoup de gens comme ça dans ces pays-là, et c'est juste que d'habitude, quand on se contente de tourister, on ne peut pas les voir, ou en tout cas, quand on les voit, ils se livrent pas comme ça. Est-ce que quel regard tu portes là-dessus? Malheureusement, moi, je pense que c'est tout le monde. Ah, vraiment, j'ai un mélange. Certes, même en France. Je pense, ouais, mais même en France, et même surtout en France. Ouais, enfin non, c'est. Bah oui, s'il y a des insolents, de la clairière au moment de la pleine lune dans les commentaires, exprimez-vous. On veut tout savoir. Voilà, je veux vraiment votre emploi du temps sur les 28 derniers jours. Ça m'intéresse. Ah oui, non, mais la diagonale du vide, c'est une terre de mission aussi. Hein. Donc non, mais je suis comment dire. Ta question c'était est-ce qu'on est plus touché en France ou pas? Ouais, c'était ça, et c'était aussi est-ce que tu penses que les gens sont vraiment comme ça parce que toi tu les as rencontrés dans un cadre le biais de sélection. Informel. Alors, ou, voilà. Comme c'est sur Internet, je pense qu'il y a un biais de sélection parce que il y a des applications comme Couchsurfing, Be Welcome, Warm Shower et tous ces trucs-là. Il y a un biais de sélection dessus, c'est que ce sont déjà des voyageurs et des gens qui ne sont pas apeurés de recevoir d'autres inconnus chez eux. Donc souvent ça exclut les familles, ça exclut les couples. Donc souvent c'est des gens seuls. Et sur Couchsurfing par exemple, j'ai quasiment exclusivement rencontré des célibataires entre 30 et 40 ans. Quasiment exclusivement, ouais. Hommes comme femmes. Qui parfois utilisaient d'ailleurs l'application comme un ersatz de site de rencontre, un ersatz de Tinder, notamment en Italie. En Italie, tu racontes ça, c'est très drôle. Ah oui, non, mais en Italie, c'était à mourir de rire. Je fais une mini parenthèse, mais effectivement, sur pour donner un petit peu une description à nos auditeurs qui connaîtraient pas, Couchsurfing, c'est un réseau de voyageurs qui permet d'héberger et de se faire héberger. Et pour inspirer confiance, on a un profil, chaque personne, voyageur ou hôte, a un profil qui est le plus détaillé possible. Donc en plus du métier, de l'âge, des passions, on est amené à répondre à tout un tas de questions qui permettent vraiment de cerner la personne. Et il y a plein de gens qui utilisent ça comme un profil de site de rencontre, voire plus. Et par exemple, en Italie, j'étais sidéré parce que un profil sur deux, c'était des types torse nu avec le V apparent qui disaient, mais en première ligne, en disant, moi, je suis là, enfin, tu vas payer ton voyage si tu viens chez moi, quoi. Ouais. Tu vas payer, voilà, ton hébergement, je veux dire. Moi, est-ce que t'as déjà utilisé ce genre d'application? Parce que moi, je les ai utilisées une fois, pas du tout en Italie, et je dois dire que j'en garde encore aujourd'hui un souvenir assez fou. Je m'étais retrouvé dans une coloc à Vienne avec un Palestinien qui croyait que la théorie de Darwin était un complot juif. Et on était genre dans les années 2010, tu vois. Donc c'était before it was cool, tu vois. Voilà. Non, moi, j'ai pas trop utilisé ça. J'ai pas mal utilisé
utilisé Airbnb à une époque et je suis tombé, même en passant par Airbnb, sur des gens qui étaient un peu zinzolins aussi, parce que en fait, je pense que Airbnb a vachement changé sur les peut-être 5 dernières années. Avant le Covid, c'était encore un truc un peu à visage humain qui, je pense, se rapprochait un peu de ces applis-là. Et donc, tu t'arrivais chez des gens. Dans les gens, enfin, un des trucs les plus bizarres que j'ai eu, c'était des gens, c'était en Écosse, qui, en fait, nous avaient accueillis de manière assez sympa et tout. Bon, c'était un peu bizarre, mais voilà. Et on leur dit, bon, et alors, du coup, on s'installe où et tout. Ah, attention, au fait, cette armoire, elle est fermée à clé. Tout ça, je me dis, c'est quoi ce truc-là et tout. Et je vois les types, bon, ils finissent par sortir. Et en fait, ils s'installent dans une sorte de minivan devant la maison. Et en fait, on a compris après, au début, on s'est dit, non, mais ils vont probablement partir et déménager leur truc ou je sais pas quoi. En fait, on a compris qu'ils avaient dormi dans le minivan devant l'appart qu'ils étaient en train de louer. Et c'était trop bizarre la situation. C'est genre, imagine, tu loues ton truc et en fait, t'as ton proprio qui est genre littéralement en train de dormir dans la rue devant toi. C'est trop. Ouais, mais moi, pour le coup, ça me semble pour le coup que c'est. J'avais connu des types à Paris qui faisaient ça, qui à l'époque où c'était pas encore super surveillé, qui sous-louaient leurs apparts parisiens dans des périodes genre les marchés de Noël ou autres, et qui du coup dormaient chez des potes. Donc moi, j'ai déjà hébergé un ami qui a dormi chez moi quelques jours, le temps qu'il se faisait un SMIC en 3 jours en louant son appart qui était bien placé. Voilà. Putain, le calcul de zinzin qui aurait d'ailleurs pu s'étendre jusqu'au JO de Paris. Bah, je suis sûr qu'au JO ça s'est fait. Hein. Ah, je suis certain que ça s'est fait. Hein. Bah, de toute façon, le JO c'était. Mais après, il y a eu, ça a été sous-rempli par rapport à ce qu'ils avaient prévu, je crois quand même. Même si ça a été bien rempli, ça a été quand même un peu sous-rempli, je crois, les hôtels au moment des JO. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça nous amène à parler d'un autre sujet clé, donc on n'a pas abordé, qui est lié à la politique. C'est qu'en fait, ce voyage, tu l'as pas fait n'importe quand. Tu l'as fait à un moment donné où, disons, l'Europe était non pas à feu et à sang, mais à masque et à piqûre. Voilà. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? Ah oui, je pense que Moss aura des choses à dire là-dessus. Bien sûr. J'ai mélangé deux grandes difficultés dans le voyage qui étaient les tensions géopolitiques, parce que pour resituer, c'était donc je suis parti en octobre 2021. Ah, j'allais dire 2022. Ok, bon. Ouais, on est pas très loin avant. Ça s'est étendu jusqu'à mars 2022. Donc il y a eu à la fois les tensions géopolitiques avec l'éclatement de la guerre de l'invasion de l'Ukraine, mais ce qui était intéressant, c'est qu'elle se sentait depuis assez longtemps. Je sais plus, dans mon livre, j'en parle à partir de novembre ou décembre, je voyais déjà des types en Lettonie ou en Pologne qui disaient bah voilà, on a des images satellites, les soldats sont massés à la frontière, il y a des campements et tout. Et c'était donc assez impressionnant parce que bon bah pas plus que depuis Maïdan et autres, il y a 10 ans, on se disait bon bah d'accord, très bien, ils font des mouvements à la frontière comme n'importe quel pays en tension. Et sauf que non, pas du tout. Il y a à partir de janvier ou février, il y a eu jusqu'à 100 000 ou 150 000 soldats massés à la frontière, et il y avait moi je ressentais un véritable stress dans ces pays-là. Et donc effectivement, le deuxième facteur de tension, c'était les tensions entre la Pologne et la Biélorussie, parce que donc la Pologne en tout, j'y ai passé quasiment un mois en longeant tout le nord, de l'ouest à l'est et puis du nord au sud. Il y avait toute une politique du chef d'État de Biélorussie qui était d'envoyer des migrants, je sais plus s'ils étaient irakiens ou afghans, je sais plus, je crois irakiens, et de les poser à la frontière, de leur filer des lances, des pierres et autres pour créer des tensions, et ensuite accuser la Pologne de réprimer les migrants ou autres dans les médias européens ou autres. Et le troisième grand facteur qui rendait vraiment les choses compliquées, c'était effectivement tous les jacadis différents par chaque pays pendant le Covid. Et c'est ça qui a été compliqué parce que bon, moi j'ai pas à divulguer mes informations médicales, mais en gros selon les pays, je pouvais plus ou moins faire 2 choses. Donc il y a des pays dans lesquels c'était impossible de faire quoi que ce soit, et on sentait que même les gens n'y comprenaient rien. Notamment en Italie, il y avait les Green Pass, les super Green Pass, enfin il y avait déjà tout un système de boosters très élaboré. Tu veux raconter un peu ça parce que quand même la plupart des gens n'ont plus ça en tête, je crois, aujourd'hui. Ils ont oublié le niveau de ségrégation express qu'il y a eu, quoi. Bah alors déjà, je te laisse peut-être continuer, Moss. Ah non, mais je me souviens qu'il y avait eu une sorte de compétition entre justement nous, le moment où on a eu les passes Covid là, les QR codes, et les Italiens qui avaient déjà plus ou moins mis ça en place, et nous on nous disait en France, non mais regardez, ça marche super bien en Italie, alors que en fait tous les types italiens, moi je lisais un petit peu la presse en anglais, ce qui sortait, tous les retours d'expérience c'était c'est la foire, les mecs c'est de la corruption déjà, à plein tube, enfin... Non mais l'Italie c'est la foire de façon générale. Quand tu dis ça marche vachement bien en Italie, à moins que tu parles d'un certain régime dans les années 20 ou de pâte à la bolognaise, c'est déjà que tu mens quelque part si tu veux, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une amnésie quand même assez impressionnante. Moi je suis toujours frappé par ça. Il y a des tas de gens qui ont oublié des tas d'épisodes en fait du Covid, juste parce que je pense qu'il y a eu une telle accumulation que beaucoup de gens ont préféré faire une sorte de hard reset en effaçant tout d'un coup pour pas se poser de questions. Pour oublier la honte aussi, hein, parce qu'il y a des gens qui ont cédé aux pressions sociales, aux pressions... et d'ailleurs je les blâme pas, mais je veux dire quand t'as ton employeur qui te met un coup de presse, t'as
t'as tendance à y aller. Hein. Donc il y a des gens, à mon avis, je pense qu'ils sont dans un refoulement au sens vraiment le plus psychologique du terme, quoi. Bah, c'est sûr que, en tout cas, dans le monde des entreprises et autres, moi j'ai vécu ça aussi. T'avais des managers qui étaient complètement tarés, t'avais des collègues hypochondriaques qui pétaient des câbles sur des trucs, des broutilles, tu vois. Moi je me rappelle qu'il y avait des gens qui se faisaient engueuler parce qu'ils toussaient, alors que, tu vois, c'était des périodes tout à fait normales où c'est normal de tousser ou je sais pas quoi. Est-ce que t'avais battu le record d'une collègue que j'avais? Alors si elle écoute le podcast, je lui passe le bonjour. Elle venait au bureau, avec une doudoune à capuche. Ouais. Elle avait coupé, tu sais, les feuilles plastiques là dans lesquelles tu peux mettre des trucs là. Elle avait coupé ça pour se faire un masque sur le visage. Et tiens-toi bien, elle appuyait pas sur le bouton de l'ascenseur avec son doigt. Elle appuyait pas avec un stylo. Elle appuyait avec un stylo qu'elle avait scotché au bout d'un autre stylo. Voilà. Parce que pour être sûr vraiment qu'il y ait vraiment aucun contact. Tu vois. Et ça, on était avant le premier confinement, juste avant le premier confinement. Pour te dire, moi j'ai des collègues qui jusqu'à il y a vraiment pas très longtemps utilisaient encore une sorte de bout de tuyau de PVC qu'ils avaient coupé pour se faire une sorte de poignée qu'ils pouvaient mettre sur des poignées. Tu vois. Ah ouais. Et quand tu dis des collègues, tu veux dire plusieurs ou juste le fou du bus? Plusieurs. Et j'ai encore. Tu travailles dans un hôpital psychiatrique. J'ai encore des gens qui se pointent avec des masques sur le nez une fois de temps en temps. Maintenant, c'est presque devenu, en tout cas dans certaines sphères, visiblement, c'est devenu une sorte de réflexe quand tu es malade ou quand tu as un vague rhume. Tu mets un masque au cas où. Voilà. Et les gens, tu sais pas trop pourquoi ils sont restés dans cette logique-là. Ça a pas trop l'air de fonctionner en fait, parce que tu regardes, les collègues finissent tous par être malades à un moment donné, donc tu te dis bon, l'efficacité c'est moyen, mais ils ont gardé des comportements presque pavloviens de cette période-là en tout cas. Ouais, mais c'est ça d'ailleurs, moi qui rendait le voyage, qui rendait parfois mon voyage pénible. C'est pas tant les restrictions en réalité, c'était l'hystérie de certaines personnes. Tu vois, c'est-à-dire que c'était la réaction ultra excessive de beaucoup de monde. Et ça, je l'ai pas mal vu en Allemagne, mais vraiment surtout en Italie, ça m'avait vraiment choqué. Je voyais des enfants qui jouaient dehors, qui jouaient au ballon, etc., avec un masque dehors. Ou alors, il y a qu'en Italie, quasiment, mais j'ai vu un nombre hallucinant de gens qui avaient un masque seuls dans leur voiture. Et en fait, on sentait que il y avait une forme de on aurait dit une sorte de réflexe, mais également ça devenait comme une sorte de passe. Mais c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est bien beau de mettre un masque quand t'es malade, mais si tu continues à mettre tes grosses mains dégueulasses sur les poignets après avoir touché la barre du métro, bah ça sert à rien. Mais il y a le masque, c'est bon, il y a le masque. Ouf, je suis dans le camp du bien. Je ne vais pas tuer ma grand-mère. Attends, il y a quand même un passage. Alors ça, c'est vers la fin du bouquin. C'est quand tu reviens en France, où tu racontes que tu tombes quand même sur. Alors là, c'est mon petit champion du bouquin. C'est un peu le boss de fin. Voilà. Vraiment, c'est le croisement boomer, complotisme et alors l'ayatollah le plus radicalisé de l'époque Covid, tu vois. Et le tout dans une seule personne que tu rencontres comme ça, qui t'est servi sur un plateau au milieu de rien dans la diagonale du vide. Voilà. Est-ce que t'as envie d'en parler? Ah oui, bien sûr. Alors je me souviens très bien. C'était dans une station-service où je m'étais arrêté pour boire un café et recharger mon téléphone quelque part vers ça devait être entre l'Alsace et le Doubs, enfin quelque chose comme ça. Ah ok. Et, je voyais ça plus au sud. Ouais. Non mais c'était peut-être plus au sud, genre vers Moulins ou Nevers. Ouais. Là je m'en souviens plus. En gros, c'est un type qui, en même temps qu'il s'est présenté, m'a dit bonjour Marcel, LFI, enchanté. Ok, très bien. Donc ça commençait bien. Et donc voilà, c'était un type qui devait avoir la cinquantaine. Il a commencé à me dire qu'il avait tous ses vaccins et toutes ses doses, qu'il était absolument terrifié, qu'il était persuadé que c'était une arme bactériologique et que notamment c'était les avions qui épandaient le virus au-dessus de lui. Et on a eu une discussion assez rigolote parce que je lui disais bah là tu pourrais passer ton brevet du LM et tu pourrais entrer un peu dans ce milieu et révéler tout ça. Il m'a dit bah ouais, parce qu'en plus les pilotes du LM c'est eux les pires, hein. C'est eux ces pilotes de petits avions qui épandent le plus de virus. Et je lui demande mais pourquoi toi tu vas pas révéler ce scandale? Et il me sort d'un air presque un peu beau gosse comme ça, il me dit bon parce que je suis pas fait pour la célébrité, c'est tout, quelque chose comme ça. Ben voilà, mais tout à fait sérieux quoi. Je rappelle à tous ceux qui sont morts de rire en première instance, quand même, souvenez-vous en deuxième instance que ce type a le même droit de vote que vous. Voilà, c'est un peu vous vivez toujours dans une république, souvenez-vous de ce truc-là. Voilà. Et puis surtout, non mais souvenez-vous que il y a eu une période où littéralement, ça représentait 15 ou 20% de la population qui tenait des discours à peu près de ce niveau-là. Et dans le plus grand des calmes, moi j'ai entendu des dingueries à des machines à café d'entreprise, j'ai entendu Enfin franchement, tout le monde y allait de sa théorie. Les types t'expliquaient, alors t'avais plusieurs variantes, mais t'avais la théorie de en fait c'est les méchants chinois, ils sont en train de nous empoisonner pour nous faire tous mourir. T'avais la théorie de les anti-vax, c'est à cause d'eux qu'il se passe des choses dans le monde, c'est la sélection naturelle, je sais pas quoi. Il y avait toute une sorte de darwinisme social. En fait, les types t'expliquaient à 2 phrases d'écart que eux ils étaient vraiment des mecs bien parce que quand même ils sauvaient des gens, notamment des personnes âgées, et que en fait
ça serait quand même pas mal que tous les mecs qui étaient contre le vaccin, ils meurent rapidement et d'une mort méritée et juste et à 2 phrases d'écart, tu vois, c'était fou. Ouais, mais c'était fou. En fait, c'est incroyable, c'est qu'au bout d'un moment, tu voyais qu'il y avait plus de rapport avec la. Déjà, le rapport en politique avec la réalité, il est quand même très ténu, à gauche comme à droite. Hein. Et là, si tu veux, c'était vraiment, il y avait plus de rapport du tout. Les gens c'était open bar en fait. C'est-à-dire que tu pouvais ouvrir. En fait, l'État avait décapsulé leur cerveau, enfin leur crâne, et tu pouvais mettre ce que tu voulais dans leur cerveau. En fait, vraiment, tu leur aurais dit que les gens qui portaient du bleu étaient des néo-nazis. Tu vois, les mecs, ils seraient allés. En fait, il y avait pas de limite. Et je pense que quand on est voyageur, c'est presque un peu flippant parce qu'en plus, toi, t'as la barrière de la langue, t'as le fait que t'as l'incertitude, t'as le fait que tu dois toujours rencontrer des nouvelles personnes pour trouver où te loger, etc., etc. Est-ce qu'il y a eu des moments où vraiment tu t'es dit putain, mais je vais pas y arriver à cause des restrictions? Moi, il y a une question aussi parce que ça a l'air de rien, mais en fait, t'as probablement galéré aussi parfois à trouver des logements ou à trouver de l'hospitalité chez des gens. Enfin, est-ce qu'il y a des fois où ça t'a complètement changé tes plans, tu t'es retrouvé à faire des détours pas possibles juste parce que t'arrivais pas à trouver un endroit pour dormir ou pas trop finalement? Non, pas vraiment, parce que je comptais pas dessus. Ça restait un bon plan B de dormir chez des gens. Moi, dans tous les cas, j'ai ma tente, j'avais mon sac de couchage moins 20 degrés, donc bon, au pire, c'était pas bien grave. Ce qui était pénible, c'est quand je trouvais personne dans des grandes villes, je devais me retrouver à dormir dans des endroits soit en ville mais cachés, genre sous des ponts, dans des parcs ou un peu cachés ou des choses comme ça, ce qui était pas hyper confortable, ou alors aller très loin des villes. Je me souviens dans les grandes villes italiennes, c'était très très dur, comme on commençait à revenir en Europe de l'Ouest, donc à cause de l'insécurité, les gens avaient beaucoup de mal, ne serait-ce qu'à me donner un coin de jardin, et donc je me retrouvais à pédaler parfois pendant 45 minutes pour sortir d'une ville et atteindre les champs et ce genre de coin. Mais non, je comptais jamais en premier plan, comme plan A, je comptais jamais aller chez les gens. C'était toujours comme la cerise sur le gâteau. Parfois je demande simplement, la moitié des moments où je me suis fait héberger, je dois quand même le dire, c'est l'hospitalité spontanée des gens, et je dois dire en France, malgré l'insécurité. C'est-à-dire qu'en France, j'ai beaucoup dormi dans les jardins, ça m'est assez peu arrivé de dormir chez les gens, de me faire inviter, parce que moi je ne demande jamais à dormir chez les gens. Hein. Moi au pire c'est un coin de jardin ou un garage quand il pleut, mais c'est les gens après qui choisissent après la discussion de m'inviter à rentrer chez eux. Donc en France ça a été beaucoup des coins de jardin, parce que les gens ont peur en fait, et je les comprends. Et dans les pays d'Europe centrale et du Nord, parfois j'ai pas du tout eu à demander et les gens se battaient. Moi je me rappelle en Pologne, qui était peut-être le pays le plus hospitalier de mon voyage avec ex-aequo avec l'Italie quand même, les gens m'abordaient dans la rue, et je m'en souviendrai toujours, dans une ville pas très loin de Varsovie, d'un type de je sais pas 25 ans qui se baladait avec un pote et qui m'a dit ah oui, toi t'as l'air étranger, tu veux dormir chez moi si t'as besoin? J'ai dit ok d'accord. Et ça m'arrivait, je dirais au moins 1 ou 2 fois par semaine dans ces pays-là. Donc j'ai jamais vraiment eu de problème, et notamment le Covid n'était pas non plus spécialement un problème pour l'hébergement, parce qu'en fait le nombre faisait la réussite. C'est-à-dire que quand j'abordais 10, 15, 20 personnes, il y en avait bien une au bout d'un moment qui s'en foutait complètement que j'aille dormir à 15 mètres de sa maison dans son jardin. J'ai eu un jour un taré qui m'a dit qu'il voulait pas que je contamine son herbe avec le Covid. J'avais oublié cette partie de la transmission. Mais à part ça, aucun problème. Putain, c'est incroyable. Parce que, tu sais, on avait ça, on a oublié, mais à l'époque, ils disaient que dans les parcs publics, il fallait se mettre à 1 mètre les uns des autres. Tu te souviens? Je sais pas si tu te souviens de ça, Moss. Ils voulaient même tracer des cercles par terre dans certains parcs pour dire aux gens où ils pouvaient s'asseoir dans l'herbe, en s'assurant qu'il y avait toujours des gens à 1 mètre d'eux. Et t'avais des gens qui s'étaient marrés, ils étaient allés au parc avec un bâton de 1 mètre pour tapoter sur l'épaule des filles et leur dire et aller leur parler parce qu'ils peuvent pas les aborder directement, tu vois. Non, mais c'était une période complètement folle. Moi, je me rappelle aussi de toutes les mecs qui mettaient des post-it ou des scotch ou des machins par terre pour signaler des distances. Je me suis retrouvé une fois dans une boîte, si tu veux, où ils avaient couvert le parterre avec des post-it à 2 mètres de distance. Et en fait, du coup, ça faisait des petites sortes de mosaïques en post-it comme ça. Alors j'arrive et je fais c'est pas mal, c'est joli, c'est marrant, c'est quoi ces trucs colorés là par terre, c'est sympa, c'est... Et en fait, pas du tout, c'était juste que c'était des tarés du Covid. Putain, mais infernal, putain. Mais d'ailleurs, à propos du Covid et de l'isolement, ça amène à un autre sujet sur lequel je serais curieux de vous entendre, parce que c'est un phénomène qui est plus général dans la société. C'est une autre épidémie qui est celle de la solitude. Parce que moi, autant la solitude, je l'ai choisie. Il y a vraiment, il y avait cette démarche de solitude choisie de mon côté. Mais il y a eu un biais de sélection assez probable dans les gens chez qui je suis allé dormir, c'est que c'était aussi des gens qui étaient seuls, du coup, qui étaient ravis de me voir et qui se déversaient comme, dans le tonneau des Danaïdes, sur leur vie, leurs problèmes ou autre, comme s'ils avaient ni amis, ni copines, ni copains, ni personne. Et souvent c'était le cas. Il y a une véritable épidémie de solitude qui avance à bas bruit en Europe en général. Moss, qu'est-ce que t'en penses de ça? Toi, t'as plus de la data là-dessus, je pense. Oui, je crois qu'il y a eu une augmentation ces dernières années de la solitude, et je pense que le Covid a en particulier renforcé ça en fait, parce que tout le monde s'est retrouvé à plus ou moins certains niveaux
d'isolement pas toujours choisi, et t'as beaucoup de gens qui se sont retrouvés à se sentir extrêmement seuls, et ça a été une période assez dure, je pense, pour plein de gens, et notamment chez les jeunes, en fait, parce que justement, pour beaucoup, ils étaient enfermés dans des petits espaces, en tout cas dans les grandes villes en France. Je sais pas si c'était pareil partout, mais il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans une sorte d'isolement presque total, en fait, avec très peu de loisirs possibles, très peu de sorties entre amis possibles, la peur presque de rencontrer d'autres personnes, tout le côté aussi cours à distance pour les gens qui étaient en fac, ça c'était très dur aussi, les jeunes qui ont passé toutes leurs études, les types étaient soi-disant, on leur a vendu, ils allaient vivre sur le campus et je sais pas quoi, ils ont passé 4 ans à faire des cours en visio, enfin c'était horrible, quoi. Mention spéciale à ceux qui avaient payé pour une école de commerce quand même, l'école où le seul intérêt c'est la sociabilité, c'est quand même exceptionnel, quoi. Mais ouais, non, donc je pense que quelque part, moi ça me surprend absolument pas qu'il y ait des tas de gens qui se sentent seuls. Je pense au passage qu'il y a aussi beaucoup de fausses sociabilités qui existent aujourd'hui. Enfin, tous les réseaux sociaux, c'est une fausse sociabilité par des tas d'aspects. En fait, c'est pas, quelque part, il manque une certaine authenticité, et je pense que c'est ça que tu es content d'avoir. Après, il y a un truc que t'as pas vraiment encore mentionné pour l'instant, mais je pense que tu as dû forcément le ressentir, c'est quelque part la curiosité que des étrangers peuvent avoir avec le fait d'avoir quelqu'un qui représente un autre pays, en fait. Parce que toi, tu as voyagé et tu as rencontré des gens qui étaient étrangers, mais ces étrangers ont aussi rencontré à travers toi un étranger. Et donc, ils ont forcément toujours des questions, et il y a un rapport, en fait, parfois, il peut y avoir un télescopage entre deux visions du monde qui n'ont rien à voir. Moi, je sais que je m'étais retrouvé parfois dans des discussions avec des gens dans des pays d'Europe de l'Est où j'arrivais un peu en mode eurosceptique et tout, et les types étaient là, mais c'est génial l'Europe, j'adore. Et il y avait parfois des petites incompréhensions. Et je suis sûr Pierre-Yves Rougiron en sueur devant la Roumanie. Et je peux te dire que pour en avoir connu quelques-uns aussi, des Français qui sont arrivés avec des gros sabots un peu socialo-communistes dans des pays de l'Est et qui ont découvert qu'en fait là-bas c'était pas trop trendy le communisme, et il y en a un paquet, en fait. c'est moins compliqué, je crois que le parti communiste est illégal en Pologne, si je dis pas de bêtises. En République tchèque. Je parle sous ton contrôle. En République tchèque, c'est ça, voilà. Bon bah, ça me semble être que justice, mais voilà. Oui, il y a eu effectivement, je vois tout à fait ce genre d'effet. Déjà sur la question du communisme, sur tous ces trucs-là, on voit vraiment qu'en France, on a parfois un problème à comprendre les traumatismes qu'il y a dans d'autres pays. Et ça m'emmène à te répondre sur le type de personnes qui étaient curieux de moi. Et ben, c'est vraiment, maintenant que tu me poses la question, c'est la première fois que j'y pense, mais c'était vraiment marqué. Les gens seuls se déversaient, les familles étaient très curieuses, et notamment parce que les parents voulaient que leurs enfants posent plein de questions, s'intéressent, peut-être prennent des idées dans quelle fac il vaut mieux aller, etc. J'ai vraiment eu des questions comme ça. Ah tiens, est-ce que c'est bien de venir étudier à Paris? Est-ce que tu connais telle école et tout ça? Mais c'était quasiment que non, les familles. Non, c'est pas bien. J'espère que tu leur as déconseillé formellement de venir à Paris dans ce trou à merde où ça coûte 500 € pour avoir 2 mètres carrés, quoi. Pitié, au secours. Laissez vos enfants. La majorité d'ailleurs était déjà convaincue de pas y aller, par ailleurs. Mais ça, j'étais vraiment choqué de voir que quasiment tous les Européens, mais c'était surtout sur la question de l'insécurité. De la Pologne à la Finlande en passant par la République tchèque, il y a quasiment pas un pays où j'ai pas rencontré des lambdas au hasard qui me disaient effectivement que Paris se transformait en shithole où les gens se faisaient racketter. Tout le monde a une cousine, un frère, un oncle, une petite fille, etc. qui a fait un voyage à Paris, qui s'est fait agresser, voler, abuser, etc. Et j'étais vraiment halluciné de ça. On a vraiment une sale réputation. C'est le fameux syndrome du touriste japonais qui se pointe et qui déprime. Et c'est pareil, moi j'ai été dans des pays où les mecs, pour le coup plutôt côté britannique, les mecs te disaient mais en fait moi j'idéalisais à fond, je pensais que j'allais arriver chez Amélie Poulain, machin, et en fait ils se prennent une baffe de réalité mais qui est tellement violente que en général ils s'en remettent pas, et après ils restent un peu hagards comme ça, ils disent mais c'était vraiment ça en fait la France. Alors moi il y a un truc sur lequel j'aimerais quand même bien t'emmener, Paul, si tu le veux bien en tout cas, c'est qu'on parle un peu de l'aspect technique aussi du voyage, parce que ça c'est quelque chose, déjà il y a une annexe à la fin de ton récit qui raconte un peu les aspects techniques, et moi je suis toujours ébahi. Comment on fait par exemple pour s'endormir quand il fait moins 20 dehors et qu'on dort dans un sac de couchage? Est-ce qu'il faut pisser dans une bouteille de pisse et la serrer comme un doudou contre soi? Raconte-nous les choses les plus inavouables des voyageurs. Comment tu as fait pour survivre et à quel niveau de non-hygiène t'es-tu abaissé? Bah déjà, le froid ça veut pas forcément dire manque d'hygiène, ça c'est plutôt le fait de pas prendre de douche. Moi j'avais justement la chance de parler aux gens, de leur demander des douches, etc. Donc j'ai jamais trop souffert de problèmes d'hygiène. La question du froid, le fait de faire pipi dans une bouteille, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête si à un moment t'as vraiment trop froid. Et moi heureusement j'ai pas eu ce problème parce que je me suis bien équipé, et j'ai voulu mettre une annexe dans le livre. D'ailleurs je salue tous les gens sympathiques là qui ont déjà terminé leur lecture et qui me racontent, qui me demandent des conseils ou autres. Ça montre vraiment qu'il y avait une vraie demande sur cette question. T'as reçu des messages sur les réseaux ouais, d'ailleurs vraiment mais que des messages gentils. Il y a vraiment une super communauté, donc je leur passe le bonjour s'ils nous écoutent. Mais voilà, que plein de gens
super sympas qui viennent déjà saluer, etc. et puis faire un retour sur leur lecture et raconter leur voyage et me demander des conseils, notamment parce que dès qu'on va dans le grand froid, tout équipement coûte un demi-SMIC, voire plus. Donc ça coûte cher. Ouais, tout à fait. Pour dormir, moi j'ai jamais eu trop de problèmes parce que de base je suis pas extrêmement frileux, mais en fait même pour quelqu'un de frileux, il s'agit juste de bien s'équiper. Par exemple, les sacs de couchage pour moins 15, moins 20, moins 25 degrés, ça existe, c'est juste que ça va coûter entre 600 et 1000 euros par exemple. Ou alors pareil pour les tentes, pour les chaussettes, pour les habits. Moi s'il écoute ça, il est choc barre de BZ, hein. Vraiment là, il est là, putain, mais quelle arnaque. Vite, mon voyage dans les Pouilles me coûtera moins cher. Surtout, je suis en train de me dire aussi une autre chose que tu as peut-être raconté dans le livre, mais j'en sais rien, que ça doit forcément peser pas mal, parce que c'est en fait tout l'équipement que tu vas trimballer, un sac de couchage d'été, on sait tous que c'est un truc léger que tu peux mettre dans n'importe quel sac. Un sac de couchage d'hiver, c'est déjà vachement plus gros. Donc je sais pas comment tu as fait pour trimballer tout en fait. Déjà, le poids des équipements est une fonction décroissante du prix. En fait, la question c'est que non, à la fin tu peux voyager avec 10 kilos sur le dos si t'es prêt à mettre 10 000 euros. Donc moi c'était pas évidemment mon budget, mais quand même moi j'ai vraiment baissé le poids que j'avais sur le dos, enfin en l'occurrence pas sur le dos mais sur le vélo. D'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris le vélo, c'est que être avec un sac à dos même 90 litres, faire tenir des affaires pour dormir par moins 20, c'est compliqué. Donc le vélo c'est quand même pas mal quand on veut voyager chargé. Mais non, si les gens sont prêts à mettre un petit peu d'argent ou au moins acheter d'occasion ou autre, on peut se retrouver avec peut-être 30 kilos, 25 à 30 kilos pour en plus 2 ou 3 jours d'autonomie. Par exemple, pour donner une idée, un gros sac de couchage bien épais pour dormir par moins 20, ça pèse entre 2 et 4 kilos selon le prix. Ce qui est pas énorme quand tu considères que dans des milieux relativement urbains, tu peux voyager un peu en flux tendu, par exemple de pas avoir beaucoup d'eau ou de nourriture sur soi. Voilà, tout dépend du prix que les gens sont prêts à mettre. Pour donner un peu une idée, toi, c'était quoi ton budget pour cette aventure ? Est-ce que tu t'étais fixé une limite déjà dès le début, ou est-ce que tu t'étais dit je verrai bien ? Est-ce que tu t'étais dit peut-être que mes proches devront me faire des virements Lydia en urgence au fin fond de la Scandinavie ? Voilà, comment tu voyais les choses ? Alors moi j'avais un genre de budget plafond et plancher, c'est-à-dire que le plancher de toute façon c'est l'équipement, donc pour acheter un bon vélo, une bonne tente, bon sac de couchage, tapis de sol super important pour isoler du froid. Bon, dans tous les cas ça c'est minimum, même en achetant d'occasion c'est entre 1500 et 2000 euros tout ça. Après ça dure à vie, hein, là tout ce que j'ai quand je me le suis pas fait voler, je l'ai encore. Oui c'est ça exactement, voilà. Parce que toi et moi on sait qu'il y a eu des aventures depuis le livre qui ont marqué. Ouais tout à fait, dans mon prochain livre il y aura le cambriolage de bagnole à Sarajevo, donc non mais l'histoire est vraie en plus, c'est ça qui est folle, hein, c'est pas une façon de parler. ouais non c'est pas une façon de parler malheureusement. Donc de toute façon voilà, il faut que les gens se disent que ce sont des achats qui durent, c'est souvent de la très très bonne qualité, et donc je dirais qu'il y a un prix plancher de 1500 à 2000 euros quand on veut voyager dans le grand froid, hein, pour les gens qui veulent faire le tour de la Méditerranée en été, c'est pas les mêmes soucis, hein. Et je dirais que le prix plafond, tout dépend de ce que les gens ont envie de faire. Moi par exemple mon budget principal finalement c'était les voyages, c'était les visites, beaucoup de visites, beaucoup de par exemple je pouvais faire deux musées dans la journée quand j'avais peu de temps dans une ville. Finalement c'était ça qui coûtait le plus cher, parce que j'ai jamais été très très difficile sur la nourriture et le reste. Et il y a aussi des gens qui aiment avoir leur boisson isotonique, machin. Enfin moi voilà, j'étais vraiment pas un grand cycliste, donc moi l'eau c'était tout. Il y avait pas de gros équipements sportifs, donc finalement c'est vrai que ça réduisait beaucoup le prix. Il y a des gens, je sais, des gros cyclistes qui voyagent avec tous leurs compléments alimentaires, avec leurs boissons, avec plein de choses. Donc pareil, tout dépend de ce que les gens sont prêts à mettre. Moi je dirais qu'en tout j'ai dû y mettre entre 3005 et 4005 à la grande louche, mais je pense que c'est tout à fait possible de faire moins, tout comme de faire vraiment plus, mais c'est vraiment possible de faire moins. Ouais, et en fait ce qu'on voit c'est que bon, ça, c'est une somme, mais disons que si c'est un projet, tu peux mettre de côté pour faire ce genre de choses. C'est pas du tout, c'est pas comme si tu disais il faut 25 000 euros minimum pour partir, c'est c'est des sommes que entre guillemets tout le monde avec suffisamment de préparation peut mettre de côté si c'est vraiment un objectif de vie de se faire ce genre d'aventure. Ah tout à fait. Surtout déjà que là-dedans, dans le prix que j'ai mentionné, on peut enlever la moitié qui était mon équipement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se font prêter les choses, qui les louent, ou alors voilà, et ça dure, c'est amorti pour le reste de la vie. C'est vraiment d'argent envolé, parti en fumée, on va dire, c'est peut-être je sais pas 1500, 2000 euros grand max, et encore parce que je visitais plein de châteaux à 30 euros le billet ou ce genre de choses, mais c'est vraiment encore une fois tout à fait possible d'économiser beaucoup d'argent en voyageant. Je voudrais pas du tout que ça décourage les gens. Non, ça c'est vraiment un truc important, parce que ce bouquin est quand même une ode au voyage. Je crois qu'on a un peu abordé plein de façons différentes, mais les rencontres avec les gens, les paysages, le rapport à la littérature, le rapport à la spiritualité, les aspects concrets et techniques, tout ça c'est aussi pour vous donner matière à disons imaginer ou vouloir votre propre voyage et votre propre expédition à travers l'Europe. Est-ce que tu aurais des petits conseils comme ça, un peu des pro tips à donner à des gens qui voudraient entreprendre un voyage quel qu'il soit, peut-être un voyage comme le tien ou alors un voyage un peu
ailleurs, peut-être sur un autre continent, je sais pas. Voilà, est-ce qu'il y a des trucs que tu t'es dit, bon, c'était pas forcément une erreur, mais je le referai pas, ou est-ce qu'il y a des trucs où tu t'es dit, bah, heureusement que j'ai fait ça m'a sauvé la vie. Est-ce qu'il y a par exemple, à un moment donné dans le bouquin, tu parles aussi de, par exemple, des caprices du corps. Parfois, le soir, le corps refuse de se réchauffer. Voilà, donc des trucs auxquels il faut s'attendre un peu, auxquels vraiment il y a aucun livre ne peut te préparer, à part peut-être le tien et des conseils que tu donneras maintenant. Oui, bah complètement. Moi, je crois que je donne un conseil que j'ai vu nulle part ailleurs. Tu viens de le mentionner. C'est parfois le corps qui arrête de répondre. Comme certaines personnes, tu sais, quand on s'endort sur son bras pendant trop longtemps et qu'on lui dit de bouger et qu'il bouge pas, eh bien parfois c'est la même chose pour chauffer. C'est horrible ça. Ouais, parce que tu vois, on dit par abus de langage que un sac de couchage doit être chaud, mais en fait il est pas chaud. Il garde la chaleur du corps. Et quand le corps a décidé d'être un lézard froid, eh ben ton sac reste froid. Et ça, j'en avais jamais entendu parler. Alors je doute pas que ça existe, hein, mais ouais, je donne pas mal de conseils comme ça parce que ça vient de l'expérience. Après, il y a des gens qui auront des problèmes particuliers. Moi, je sais pas du tout ce que ça fait de gérer un gros problème de peau ou une maladie chronique en voyage, ça c'est sûr. Mais un conseil que je dirais aux gens, parce que je vois que c'est les messages que pas mal de gens m'envoient sur Instagram et notamment en commentaire YouTube. Je sais pas si tous les auteurs reçoivent comme ça des messages, mais moi je trouve ça assez drôle et touchant. Mais il y a plein de gens qui m'envoient leur projet de voyage en me demandant ce que j'en pense, ou alors qui me confient à quel point ils ont un voyage qu'ils aimeraient faire depuis des années. Parfois c'est bizarre parce que les gens me disent ça fait des années que je veux faire ce voyage de 4 jours. Ah ok, visiblement c'est pas un truc qui coûte super cher, c'est juste que parfois il faut se lancer. Ouais, il faut y aller quoi. Ouais, faut se lancer. Donc c'est le principal conseil que je donnerais aux gens. C'est-à-dire qu'en réalité, le froid, le budget, la santé, tout ça c'est secondaire parce que le principal c'est s'autoriser à partir. C'est s'autoriser de faire une pause, se dire que quand on aura 40 ans, on se fichera bien de savoir qui a 2 ans d'ancienneté au boulot en plus ou en moins. Parce que voilà, moi j'ai plein de gens qui me disent ah oui mais là j'ai fini mon master, faut absolument que je passe tout de suite tel concours, tel truc, tel machin. Bah non, en fait non, rien ne dit. Enfin dans la vie on aura toujours des étapes à rajouter par-dessus, ce sera jamais le bon moment. Donc déjà que les gens s'autorisent. Parce que Josiane, moi elle m'a dit qu'il fallait valider tous les trimestres et que c'était ça le plus important dans la vie en fait. Parce que tu payes sa retraite, c'est ça qu'il faut dire aux gens. Non mais en plus moi c'est un truc que je dis souvent, c'est dans tous les trucs de la vie, même quand vous trouvez un truc grave et tout, dites-vous qu'est-ce qu'il en restera dans 10 ans, parce que souvent même une tuile, même un truc qui est objectivement une merde de ta vie ou au contraire un truc très bien qui t'arrive à un moment donné, bah si tu mets ne serait-ce que le scope à 10 ans, c'est pas loin 10 ans, et ben en fait il en reste rien. Donc la question c'est il faut que tu détermines ce qui est vraiment important à 10 ans. Par exemple avoir un enfant, dans 10 ans il en reste quelque chose, il reste ton gosse, donc normalement c'est un truc important. Te marier c'est pareil, ou alors la perte au contraire d'un être cher ou un licenciement, il peut en rester quelque chose, mais un truc comme genre s'absenter pendant quelques mois pour aller faire un voyage, bah dans 10 ans et si tu le fais pas et genre t'auras pas fait mieux à la place, et si tu l'as fait t'auras le souvenir dans 10 ans et ça t'aura forgé une mentalité. Donc à mon avis il y a pas trop d'hésitation à avoir. Je sais pas si tu partages cet avis, mais je pense que c'est un bon moyen de décentrer un peu le problème quoi. Ah mais bien sûr dans 15 ans les gens verront bien ce qui compte, et ça c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai beaucoup vu pendant mon voyage. Je le raconte en long, en large et en travers dans mon livre. C'est la question des choix. Il y a énormément de gens qui m'hébergeaient, qui avaient entre 35, 45, 50 ans et qui étaient à l'époque un petit peu tristes, où on peut commencer à regarder derrière soi les choix qui ont été faits ou pas faits, et il y a beaucoup de gens qui remarquent trop tard que certains choix portent des fruits et d'autres non. Et une des rencontres qui m'avait vraiment le plus touché dans mon livre, et d'ailleurs c'est après cette rencontre que j'ai décidé de demander à Olivier Babot de me faire la préface, qui est un universitaire qui a écrit sur la question du temps libre, du sens du travail ou autre. C'était un Allemand qui m'a confié qu'il avait 40 ans. Il a passé toute sa vingtaine à jouer aux jeux vidéo. Donc pendant sa trentaine, il a rattrapé sa vingtaine. Donc c'était voyage, filles, soirée. Pendant sa quarantaine, il a rattrapé sa trentaine. C'est-à-dire trouver une femme, trouver un boulot, ce genre de choses. Et du coup, il courait derrière le temps. Et je me souviens qu'il m'avait dit d'un air un peu jaloux. Il dit bah ouais, mais toi, t'as eu de la chance d'avoir des parents ou un contexte qui t'a botté les fesses, qui t'a appris à poser d'abord les choix les plus importants, ceux qui vont rester après. Alors en l'occurrence, lui, c'était un exemple contre-intuitif parce qu'il a voyagé pendant 15 ans d'affilée, il a fait tous les pays du monde, il avait une carte à gratter où il manquait plus que la Corée du Nord. Enfin bon bref, c'est sympa. Mais derrière, il avait quand même 10 ans de retard parce qu'il avait posé des bons choix, mais trop tard. Donc moi, c'est vraiment. Oui, il y a une temporalité aussi dans le choix, et il y a tu sais, tout est poison, tout est remède, c'est la quantité qui fait le produit. C'est vrai qu'effectivement, si tu te perds dans des voyages infinis, au bout d'un moment, ça peut être un choix de vie, mais c'est un choix de vie qu'il faut faire en conscience, quoi. Là, il faut doser les choses pour que les expériences t'apportent. Bien sûr, mais et justement, là-dessus, c'est vraiment important. C'est le pourquoi on voyage. Moi, c'est une des choses que j'aime le plus dans la littérature de voyage, d'ailleurs, c'est de constater que les gens ne voyagent pas pour les mêmes raisons. Il y a ceux qui voyagent pour s'oublier, il y a ceux qui voyagent pour changer de vie. Au contraire, il y a ceux qui voyagent pour améliorer leur vie. Par exemple, je prends Fridtjof Nansen, donc le Norvégien dont je parlais, qui a arpenté et découvert le Grand Nord au début du XXe siècle. Lui, c'était pas du tout un voyage pour s'oublier. C'était un voyage au contraire pour parfaire tout son travail, toutes ses études, pour être couronné de succès. Il a fini par avoir le Nobel de la paix d'ailleurs quelques années
années plus tard, alors qu'il y en a certains qui voyagent perpétuellement comme des sortes de, je sais pas, de hamsters dans leur roue, qui pensent qu'ils arrivent en mettant chaque jour un pied devant l'autre dans une direction inconnue, ils vont laisser leurs problèmes derrière. En fait, ils ont pas compris que c'est comme un boulet, enfin il est attaché solidement à leurs pieds, peu importe combien de kilomètres ils avancent, il sera toujours à la même distance ce boulet. Donc il y a vraiment, ouais, tout à fait, il y a vraiment cette question de la temporalité. Et la question du sens, par exemple, il y a plein de gens qui pensent que le voyage c'est plus fait pour eux parce qu'ils ont passé un âge ou autre. Alors, en fait, c'est toujours pareil, c'est confondre, c'est penser que tout le monde voyage uniquement pour aller à Bali ou alors découvrir simplement avec curiosité des nouveaux endroits comme on a la soif de le faire à 20 ans. Mais par exemple, moi j'encourage tout à fait les gens qui ont 30 ans, 40 ans, qui sont en bilan de compétences, en burn-out ou autre, à aller se retrouver avec un voyage qui a un sens différent. J'ai rencontré plusieurs fois dans mon voyage, par exemple, des gens qui ont fait Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est vraiment je sais pas ce que vous en pensez, le voyage de ceux qui ont envie de se retrouver, de chercher quelque chose qu'ils ont laissé, comme par exemple soi-même. Des gens qui ont beaucoup trop travaillé au détriment de leur vie personnelle, des gens qui sont passés à côté des choix de leur vie et qui ont besoin de vraiment se recentrer avant d'en faire des meilleurs. Donc il n'y a pas de saut voyage. Saint-Jacques c'est un bon exemple. Ouais. Saint-Jacques c'est un bon exemple, je pense, parce que je sais pas ce que t'en penses, Mousse, mais je crois que c'est un bon exemple parce que aussi tu t'installes dans une tradition du voyage long. C'est-à-dire qu'il y a là où tu passes à Saint-Jacques, des siècles de gens sont passés avant toi. Donc en fait, tu vois, je disais qu'est-ce qu'il en restera dans 10 ans, bah là c'est évident que Saint-Jacques il en reste quelque chose dans 10 ans, tu vois, parce que c'est quand même, je sais pas depuis combien de temps ça fait, depuis peut-être le 13e siècle qu'il y a des voyages vers Saint-Jacques-de-Compostelle, donc c'est même probablement avant, enfin ça doit dater du moment où les croisés ont perdu Jérusalem, je pense, un truc comme ça. Donc c'est quand même vraiment solide. Est-ce que moi Mousse, je l'ai jamais fait le voyage confirme. En intégralité, le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah non, mais c'est méga long. J'ai ça fait dépend des d'où tu pars, étapes, enfin j'ai fait des passages qui étaient sur les différents morceaux de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais je l'ai pas fait dans son intégralité et de très très loin. Il y en a un autre aussi qu'on n'a pas cité, mais que pour le coup j'aime bien. Enfin pareil, j'en ai fait des longs morceaux. C'est le chemin de Stevenson dans les Cévennes, et vraiment très très beau. Et j'encourage les gens qui sont peut-être un peu moins friands de froid à aller faire ça l'été, c'est sympa, ou au printemps disons. Ouais, pour donner un peu de contexte à quelque chose, je rebondis dessus avec un truc léger, c'est que l'écrivain Stevenson, c'était un de ses romans, un de ses écrits de jeunesse, a écrit donc le fameux voyage dans les Cévennes avec son âne là. Ouais. Et dedans, moi, ce que j'en retiens 2 ans après ma lecture, c'est que son goûter, c'était des barres de chocolat enroulées dans la mortadelle. Voilà, c'est tout. Donc bref. Oui, c'est vrai. Et quel enfer. C'est vrai. Toi aussi, est-ce que t'as mangé des trucs vraiment bizarres, tiens, pendant le voyage? C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. La gastronomie dans les pays scandinaves et les pays d'Europe de l'Est, c'est pas toujours au top. Donc dis-nous un peu. Non, c'est pas toujours au top, mais après moi je suis assez friand de ce genre de bouffe. C'est que c'est nourrissant. En fait, tu sens que c'est des endroits, on est dans le froid, il y a de la calorie à brûler. Alors tout est à base de pommes de terre, de crème fraîche. Enfin, ça m'a un petit peu rappelé, la cuisine paysanne qu'on peut croiser en Normandie par exemple ou dans le centre de la France. Dans tous les pays, par exemple Pologne, Pays-Baltes, tout est très très riche, mais pas forcément riche avec que du gras. Hein, c'est juste tout est très riche, très calorique. Pour un prix modique, on peut avoir un gros plat. Donc moi je suis pas très difficile de base et j'aime bien ce genre de cuisine généreuse qu'on peut encore avoir dans les restos de campagne en France. Oui, c'est vrai qu'à Paris t'as souvent le problème en fait tu vas au resto et tu ressors, t'as encore faim, quoi, tu vois. Et oui. Et t'as dépensé 35 € à acheter des petites croquetas pourries à partager là. Enfin, c'est infernal. Ouais. Et d'ailleurs, petite anecdote pour nos auditeurs, mais quand le livre est sorti, on s'est fait un repas, toi, moi et Antoine Explore la France pour célébrer la sortie du bouquin. Il nous a emmenés dans un super resto à Paris et franchement, on est ressorti là, on pouvait plus mettre un pied devant l'autre tellement on avait mangé. Et c'est vrai que ça faisait longtemps, je me suis fait la réflexion, ça faisait vraiment longtemps que j'étais pas à ce point repu en fait en sortant d'un restaurant à Paris. C'est vraiment, je sais pas si t'avais eu le même sentiment que moi, mais bien sûr. A mangé comme des rois et pour un prix correct, et c'était extrêmement bon, vraiment extrêmement bon. Ah oui, non, mais d'une grande qualité. On peut leur passer la dédicace, hein. Si vous êtes en Ile-de-France ou à Paris, vous pouvez passer au Bistro dans le 16e avec un Z, et vraiment rue Georges chaudement avec un Z. Ouais, c'est ça, on vous recommande vraiment chaudement. Voilà. Moi, si tu t'as gagné une bonne lecture et une adresse de restaurant, j'espère que t'es content. Ouais, c'est vrai. Non mais franchement excellent, et en plus je crois qu'il faut réserver quand même parce qu'ils sont un peu victimes de leur succès, mais ah oui, a raison. Ouais. Alors dis-moi Paul, parce qu'on approche de la fin du podcast, est-ce que tu veux peut-être nous teaser sur la suite de ce livre, au sens où je pense pas que le démon de l'aventure t'ait complètement quitté. Alors tu t'es marié récemment, mais je crois que ça ne suffira pas à te maintenir complètement dans la petite routine, le petit train-train. Donc comment tu vois ces petites cures d'évasion successives? Est-ce que tu as des projets en cours? Est-ce que tu as des choses que tu voudrais déjà un peu partager aux gens, des projets, des idées, des choses bien avancées? Voilà, n'hésite pas, c'est carte blanche. D'accord. Alors déjà, moi j'ai la chance d'avoir trouvé une femme qui voyage beaucoup aussi, donc j'ai pas trop à négocier pour pouvoir parler de ce genre de sujet, de prendre du
du temps, de faire des pauses. Et j'ai plusieurs projets en tête. Le plus gros, je préfère ne rien dire tant qu'il n'est pas réalisé. Ce que je peux dire, c'est que là, ce vendredi soir, demain, je pars avec ma femme faire le GR1, qui est le grand chemin, la grande randonnée qui longe la frontière de l'Île-de-France. Donc c'est 570 km, donc aux frontières de tous les départements de l'Île-de-France. C'est totalement la campagne. Hein. Pour les gens qui pensent que c'est encore Paris, pas du tout. Je crois qu'il passe à Fontainebleau, non, c'est pas ça Oui, tout à fait. Ouais. Il passe par Fontainebleau dans le sud-est, et donc il commence à Porte-Maillot. Donc nous on commence à Porte-Maillot et ça traverse toutes les Yvelines avant de partir vers le nord, dans le parc du Vexin. Et c'est un voyage qu'on va faire en plusieurs étapes, parce que bon, il faut au moins une dizaine de jours pour le terminer, et encore en marchant beaucoup, donc c'est plutôt 15 jours. Et en fait, nous on va se faire des week-ends à plusieurs moments dans l'année pour le boucler étape par étape. Voilà, donc pareil à tous les gens qui... Parfois les gens, tu sais, il faut penser en dehors de la boîte. Il y a plein de gens qui se disent ah oui, mais moi j'ai que des longs week-ends, je peux pas faire de gros trucs. Bah ouais, mais on peut faire par étapes, hein, comme Saint-Jacques. Et tu sais, il y a un truc vraiment en Ile-de-France que les gens savent pas, mais c'est que si tu prends le RER B jusqu'au bout, tu peux aller dans la vallée de Chevreuse. C'est accessible en RER, hein, vraiment avec un ticket de RER à je sais pas combien ils sont là aujourd'hui, à 3 € quoi. Et tu peux te promener là-bas, c'est magnifique. C'était Chateaubriand avait une de ses dernières demeures juste à côté, à la vallée aux Loups, et tu as vraiment des zones où tu peux marcher, randonner, voir des beaux châteaux, etc. T'es littéralement à 1 heure de Paris, tu vois. Mais tout à fait, mais dans toutes les directions d'ailleurs. Peu importe d'où tu pars de Paris, si tu pars vers le nord-ouest, t'as le Vexin, t'as le Gâtinais, t'as plein d'endroits. Tout à fait. Il faut passer les passages compliqués, tu vois, il va se RERB. Une fois que tu t'es pas fait voler ton portefeuille à Châtelet ou en Lingy, une fois que tu t'es pas fait agresser à Mantes-la-Jolie, tu as accès à des magnifiques parcs, des magnifiques endroits où il y a un château tous les kilomètres. Donc il y a pas d'excuse. Quand on est urbain, on peut tout à fait s'en sortir. Typiquement, il y a aussi un espèce de petit pèlerinage qui est fait à peu près tous les ans et qui marche, je crois, de mieux en mieux. C'est celui qui va à Chartres. C'est pareil, Chartres, c'est pas très très loin et c'est à peu près. Alors je sais plus exactement, mais je crois qu'il y a des trains qui y amènent s'il faut. Donc voilà, il y a des trucs qui sont faisables. Je pense que typiquement, tu vas jusqu'à Rambouillet et tu vas aller jusqu'à Chartres, c'est peut-être faisable à pied ou à vélo, au moins ça c'est sûr. Donc bien sûr. Et puis, là c'est ce que j'essaie de transmettre dans mon livre aussi, c'est que le voyage finalement, ça veut pas forcément dire aller très loin. C'est encore une fois la préface d'Antoine, mais qui est tout le sens de mon truc. Moi j'ai choisi d'aller en Europe, dans des pays où tout le monde peut aller en vacances. Je suis pas allé au fin fond des Maldives, je suis pas allé explorer la cordillère des Andes, je suis pas parti comme Nicolas Vanier traverser le Grand Nord canadien. Moi je suis resté dans des endroits que tout le monde peut joindre en train. Et c'était c'est pour dire que le voyage il est pas obligatoirement dans le dépaysement géographique. On n'est pas obligé d'aller très très loin pour être très dépaysé. Par exemple, avec un très bon ami qui écoute le podcast, nous on aime bien les tout petits pays qui sont ultra dépaysants. On est allé par exemple faire le tour du Liechtenstein. Bah voilà, et franchement, j'imagine les auditeurs sont curieux. Comment vit un Liechtensteinois qui a le PIB le plus haut du monde par habitant, mais en même temps qui a un pays avec 11 villes, pas de train, pas d'avion, et qui vit dans la montagne. C'est super dépaysant. Il y a pas d'aéroport. Il y a pas d'aéroport à Vaduz. Ah ok, je croyais qu'il y en avait. Non, il y a rien. Il y a même pas de train. Pour aller à Vaduz, il faut s'arrêter en Suisse et marcher ou prendre la voiture ou le bus. Bref, moi je trouve ça super dépaysant. J'imagine. J'espère que les gens penseront la même chose. Mais moi, savoir comment on vit à Saint-Marin ou dans un village paumé en Andorre, je trouve ça au moins aussi dépaysant que d'aller à Punta Cana ou je sais pas où. Bah moi, tu te souviens que toi et moi, on a été allés au Vatican il y a pas si longtemps. Et ça dans le genre petit pays, ça se pose là. Et on avait quand même été absolument. On avait eu une expérience un peu particulière du Vatican. Parce que en plus c'était au moment de l'élection du pape, du nouveau pape. Et en fait c'était déjà, rien qu'à l'échelle d'un pays que tu peux littéralement embrasser du regard intégralement. Voilà, que tu peux traverser en 1 heure. Ouais, même pas en 1 heure, en 10 minutes. Hein, au pas de course en 5 minutes, je pense. Tu peux c'est vrai que c'est. Si les portes sont bien ouvertes, c'est bon. Dans la longueur, ça se fait. Hein, franchement, on est bien. Bon, écoute, en tout cas, Paul, ça aurait été un plaisir de discuter. J'espère que Moss, t'as été hypé, que tu vas te ruer à la librairie Gibert pour te procurer. Alors, je savais pas que la librairie Gibert était devenue la seule librairie. D'un seul coup, tu aimes les libraires. Rien que ça me surprend. Alors, j'aime les libraires qui aiment leur métier et qui font le choix de travailler avec nous, de mettre le catalogue en avant, de négocier avec nous. Ils font là, eux, il y a une vraie plus-value. Donc, c'est un plaisir de travailler avec eux et j'espère qu'on travaillera longtemps ensemble. Vous avez été très nombreux à y aller et je suis vraiment super content. Et c'est vraiment top. Bien sûr, vous pouvez aussi aller sur le site si vous êtes pas à Paris ou que vous voulez. Ça soutient plus directement la maison, c'est-à-dire que évidemment, il n'y a pas les marges d'un libraire, donc c'est plus intéressant économiquement. Mais simplement, sentez-vous libre de prendre le canal qui vous convient le mieux. J'espère qu'on vous aura donné envie de lire Rouler sous les étoiles de Paul Ginaba, préface d'Antoine de Surville
sur main, donc Antoine explore la France, postface d'Olivier Babot. Normalement, ça c'est déjà dans le panier au moment où je finis cette phrase, quoi, qui est beaucoup trop longue d'ailleurs. Bah merci Paul en tout cas d'être venu nous parler de tout ça. Je trouve que c'est salutaire, on manque un peu d'un regard tourné vers l'extérieur en France. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui restent un petit peu enfermés dans des débats franco-français et qui perdent de vue que le reste du monde existe et qu'il y a des choses intéressantes aussi dans le reste du monde. Et si je peux profiter de 15 secondes pour faire un petit peu la pub des éditions Carmin, c'est précisément ce qu'on essaye de faire, que d'ouvrir la réflexion française en apportant de la substance qui vient d'autres pays. Pour cette fois-ci, moi j'ai plutôt envie de vous parler de Chesterton, voilà, parce que ça commence, je sais pas si tu te rappelles, mon cher Hussard, par une petite blagounette de la part de Chesterton qui dit que c'est comme s'il était parti, parfois il a un sentiment d'étrangeté, c'est comme s'il était parti à l'autre bout du monde pour arriver et redécouvrir le palais de Birmingham, ça commence par ça. Il imagine un voyageur qui serait parti d'Angleterre et qui aurait tellement voyagé qu'en fait il revient sur une île qu'il découvre et en fait il s'aperçoit que c'est l'Angleterre, un peu la planète des singes. Exactement, c'est exactement ce que je me disais, c'est la même chose que la planète des singes, et on découvre un peu plot twist que en fait c'était chez lui. Et vraiment c'est un livre que je trouve très distrayant. Je l'ai filé à un ami, enfin je lui passe le bonjour si jamais il nous écoute, qui a fait Normal Sup en philo, et qui m'a dit vraiment c'est super rafraîchissant. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Si j'avais lu ça pendant mes cours de philo au lieu des dissertes sur Hegel, j'en serais devenu un meilleur philosophe et j'aurais pris beaucoup plus de plaisir. Donc voilà, c'est l'occasion de vous partager cette espèce de retour positif. Profitez-en. Tu vois, on est validé par les institutions, moi par Gibert, toi par Normal Sup. C'est bien, bientôt la pastille du CNC, hein, on ne sait pas. Je pense qu'on va attendre un peu pour celle-là quand même. Bon, en tout cas, Paul, encore merci d'être venu parce que franchement, c'était vraiment super intéressant. Tu reviens quand tu veux, j'espère avec des nouveaux bouquins et des nouvelles anecdotes de voyage de Zinzolin. Voilà. Est-ce que tu as fait pipi dans une bouteille pour survivre? Est-ce que tu as rencontré? Est-ce que le prêtre c'est des vacantistes t'a retrouvé? Est-ce que tu as mis un SMIC dans un vélo? Est-ce que tu t'es fait carjacker à Sarajevo? Vous saurez tout à l'épisode 2. Voilà. Merci encore une fois, Paul. Et merci à vous. Bon, mais merci à tous les deux et puis à la prochaine fois pour un nouveau podcast. Allez, salut tout le monde. À bientôt.